Les bonnes pratiques de pollinisation, là, ça a quand même été long avant que j'accepte le mandat de transmettre ces informations-là, parce que c'est quand même, c'est ça, là, un sujet qui n'est pas toujours facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est... oh, ça change-tu? C'est le piton, là. Bon. Ce que j'ai fait, en fait, comme méthodologie, c'est vraiment que je suis allée consulter les différents experts du secteur. Donc, je suis allée voir des gens d'apiculture, mais aussi des experts dans le bleuet, donc surtout en recherche, mais aussi des producteurs pour avoir leur avis. Donc, c'est quoi vraiment les bonnes pratiques qu'on doit faire ici dans les bleuetières? Donc, ça va être intéressant de vous présenter ça. J'ai fait cette démarche-là, puis c'est ça, j'ai quand même des résultats très parlants. Par la suite, j'ai aussi, c'est ça, j'ai aussi fait un petit portrait de la pollinisation. Je trouve que ça valait la peine, on avait des données, donc merci à Pierre-Olivier et André Tremblay là, du MAPAC Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a travaillé là-dessus puis qui les partage, donc je vais c'est ça qui va les diffuser. C'est ça, puis aussi je pose des questions, là, donc c'était, le nom de la journée, c'était journée d'échange, fait que je me permets d'échanger avec vous là-dessus parce que j'ai pas la science infuse, puis j'aime ça partager puis communiquer. Pollinisation au Québec, donc de 2001 à 2020, la demande en provenance des producteurs de bleuets est passée de 14 995 ruches à 34 339 colonies. C'est ça, donc durant la même période. Donc ça a plus que doublé, même si on a plus ou moins 500 apiculteurs là, depuis donc cette année. C'est quand même énorme, là, cette demande-là. Considérant aussi que les bleuetières atteignent des superficies de plus de 30 000 hectares, donc ça ne cesse d'augmenter en superficie. On sait aussi que le manque de ruches a été un enjeu majeur cette année, donc en 2022, donc le taux de mortalité hivernale des abeilles a atteint un niveau record. Je pense que tout le monde est au courant qu'au Québec, 48,4 % ainsi qu'au Canada, 45,5 %, c'est quand même des pertes là, considérables pour les producteurs. Ça vient du rapport là, qui a été fait par l'ACPA, donc les vétérinaires des provinciaux du MAPAC. Il y a quand même eu un effort de ruches, là, de 23 000 ruches dans les bleuetières du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc bravo. Considérant aussi que la pollinisation représente pour les producteurs de bleuets environ 25 % du coût de production, c'est quand même un poste budgétaire très important. Je l'ai recalculé tantôt avec la financière, c'est 28,9 % exactement. C'est quand même important. C'est pour ça qu'on parle de pollinisation aujourd'hui. La pollinisation influence directement la mise à fruit, mais c'est très multifactoriel. Donc, moi, je vais reparler un peu des principes de base, là. Mais tu as tout le plan aussi de bleuets qu'il faut prendre soin. Donc, c'est pas une culture qui est si facile que ça, même s'il y en a... c'est un rhizome, en fait, qui se multiplie par lui-même. Donc, il faut quand même soigner ces plans-là, donc voir à ce qu'ils deviennent un plan vigoureux, donc toute sa capacité à absorber le carbone, les nutriments, tout le nombre de fleurs dans le champ aussi. On a des bleuetières à maturité qui ont des densités de fleurs très importantes. Donc, c'est comment on fait la gestion de la pollinisation dans ces champs-là. C'est ça, on est aussi au niveau des conditions climatiques, là, toute la gestion des températures extrêmes, les printemps, les gels, tout ça est à gérer. Moi, je dis tout le temps que le producteur, c'est le gars le plus zen au monde parce qu'il n'est jamais en contrôle sur rien. Toute la gestion des maladies, les insectes ravageurs, surtout avec le petit nouveau, là, la mouche du bleuet qui vient d'arriver, la gestion des mauvaises herbes, toute la compétition, la fertilité du sol aussi qui est à gérer. Donc, j'ai lu justement une étude là-dessus, là, qu'en début de saison, c'est important de regarder le calcium là, pour toute la formation du tube pollinique, du tube pollinique là, pour la formation, la germination des grains. Donc, c'est important. Ça, j'ai mis l'étude à la fin de la présentation, parce que j'en parlerai pas plus. La présence d'eau aussi dans le sol, des fois, on ne se rend pas compte que le nectar, c'est vraiment corrélé directement avec l'eau pour la production, donc pour rendre les fleurs très attractives. Bon, évidemment, il y a la pollinisation interne-externe. Je vais passer rapidement. Donc, revenir de base, là, la pollinisation de la fleur du bleuet, c'est quand même pas si facile que ça pour le plant de bleuet
de devenir un fruit. Parce que justement, ici vous avez sur le schéma, là, on sait que justement c'est les anthères qui vont produire le grain de pollen, puis qui lui veut vraiment le transférer vers les stigmates qui sont les organes féminins. Puis justement, il y a toute c'est ça, là, cette exportation-là de pollen pour faire germer en fait là, le bourgeon. La caractéristique florale là, du plant de bleuet, de la fleur de bleuet, c'est un peu ces anthères poricides là, qui sont mentionnées comme ça. C'est qu'elle a vraiment besoin d'être un peu secouée, donc shakée comme une salière. Là, donc, c'est un peu là, l'effet que ça donne. Il faut vraiment... puis il y a des pollinisateurs qui sont plus adaptés pour ce type de pollinisation-là, qui ont besoin d'être, de vibrer. Donc, c'est vraiment... une caractéristique de la fleur de bleuet, en plus avec sa forme qui est un peu en clochette, là, pendante, là, c'est une fleur qui est quand même difficile à polliniser. Son degré de pollinisation aussi est une contrainte. Donc, la définition du degré, c'est vraiment le développement du fruit en fonction du nombre de graines viables, en fonction du moment de la réceptivité. C'est quand même pas long. La fleur, elle a un moment où c'est ça, elle se doit de se faire polliniser, donc qui est de 5 à 8 jours. On sait que c'est ça, c'est un rhizome, je l'ai expliqué tantôt, mais dans chaque rhizome, dans chaque tige, il va y avoir 5 à 6 bourgeons, puis dans chaque bourgeon, il va y avoir 5 fleurs. Puis dans ces fleurs-là, qui vont être pollinisées par des pollinisateurs externes, parce que ça ne peut pas être le vent, c'est pas possible, ça ne peut pas être par autopollinisation parce que les plants ne peuvent pas le faire non plus. Donc, c'est quand même quelque chose qui est parlant pour le producteur. Là. Donc, il veut se dépêcher de faire polliniser ses plants. Donc, si je parle là, pour une fleur, on a besoin de minimalement 6 graines pour former un fruit. Puis ça, c'est un fruit moyen. Ça en prend 15 pour un vrai gros fruit pour avoir des rendements qui ont du bon sens. Donc, c'est énorme. Ça prend quasiment, c'est ça, de 6 à 15 visites par fleur. Donc, ça prend énormément de pollinisation. Comme je disais, les facteurs génétiques, je passe vite, là. Le plant de bleuet, juste lui-même, c'est pas, il ne participe pas tant que ça à vouloir être pollinisé et à vouloir se multiplier. Environ 5 des plants seraient stériles. Il y a 45 des plants qui n'en produisent pas de pollen. Ça fait que ça fait un plant sur 2. Ça fait que c'est pour ça que la pollinisation externe devient quand même importante parce que le plant lui-même a une incompatibilité génétique aussi entre les deux espèces qui sont Myrtillioides et Angustifolium. Les deux espèces de bleuets, ils ne se mixent pas ensemble. C'est pour ça qu'à chaque année, le pourcentage de mise à fruit ne dépasse pas 60 %, mais c'est quand même colossal. Là. Donc, moi, je trouve que le plant de bleuet est quand même un champion de la production puis du rendement parce que, vu les facteurs que je vous donne là, je trouve que c'est quand même excellent là, au niveau c'est ça, les bonnes années, évidemment, là, de rendement. Donc, c'est ça. Au niveau de la pollinisation, il peut être juste par pollinisation croisée. Donc, avec les pollinisateurs que je vais vous parler ici. Donc, le bourdon fébrile qui a été cette année en 2022, c'est ça, un peu l'alternative au manque de ruches parce que il y a eu vraiment beaucoup de mortalité. Donc, on voit l'augmentation de 64 %. L'an dernier, il y avait 7000 quads loués pour la pollinisation. Puis cette année, 10 000, je pense que c'est 10 800. Il faudrait que je regarde mes notes, mais environ. Donc, c'est vraiment une augmentation colossale. Le bourdon est un bon pollinisateur, tout le monde le sait. Il est facile au niveau du transport. Les ruches arrivent 5 à 10 jours avant la floraison, donc ça permet d'avoir des pollinisateurs en place. Donc, ça déstresse un peu les producteurs. Ça fait que les premières fleurs qui vont ouvrir, il va y avoir déjà des pollinisateurs. Donc, c'est intéressant. Il s'adapte aussi au froid. Donc, on sait que la période de pollinisation est souvent, il fait froid, donc il y a des gels. Évidemment, c'est ça qui sont sur plus courte distance. J'ai mis quelques critères des bourdons, mais ça reste un pollinisateur très fidèle à la culture. Donc, dans certaines études, là, il y avait le pollen qui était retrouvé sur son poil était à 86 % là, de la fleur de bleuet, donc c'est énorme. Puis c'est aussi un pollinisateur qui utilise là, la vibration, comme je vous ai parlé tantôt. Donc, j'ai ici les bonnes pratiques. Là. Je remercie
Thierry Chouffault là, de Coppers qui m'a transmis ces bonnes pratiques. Donc, ce n'est pas compliqué, les quads, en fait, parce que je ne vous parlerai pas de toutes les... de tout ce qui est inscrit, mais c'est une belle fiche visuelle là, qui pourrait être copiée, un peu collée avec les autres pollinisateurs. Ce que je voulais attirer votre attention, que j'ai eu une discussion avec Maxime Paré de l'UQAC qui a fait des essais cet été sur justement là, l'emplacement où on devrait mettre les quads. Puis il disait justement que les quads souffrent beaucoup de la chaleur. Il a fait très chaud là, durant la pollinisation, donc c'est important de les placer à l'ombre, donc vraiment sous abri, soit en lisière de boisée ou de leur faire un abri, mais c'est quand même une pratique qu'il faut qu'ils deviennent, qui a été démontrée scientifiquement, donc à mettre en place pour la prochaine année. Vous voyez aussi l'ours, là, je pense que la prédation pour les quads, là, c'est généralisé, il faut les protéger. C'est ça, j'ai des belles photos aussi envoyées par Thierry qui démontrent, là, qui montrent des belles cages à homards là, qui protègent les ruches. On appelle ça comme ça, je trouve ça quand même cute. Puis, c'est ça, j'ai aussi mis dans le petit carré, là, parce que vu que j'ai fait appel à des experts, je trouve que c'est le fun. Ils m'ont envoyé plein de trucs, là, puis c'est des bonnes pratiques en tant que telles, donc je veux vous les communiquer. Pierre-Olivier là, disait que ça serait intéressant d'avoir des bleuetières matures, de mettre des bourdons dans les bleuetières qui sont plus matures avec des hauts taux de densité, parce que justement, il va y avoir moins de jours requis pour la pollinisation. Les rendements risquent d'avoir une meilleure mise à fruit. Le ratio de 1 ruche pourrait être augmenté à 4 pour un rendement optimal. Puis c'est sûr aussi que là, il parlait de diminuer les coûts avec la revente de quad, évidemment. Je le sais aussi que, j'en ai pas parlé au début, mais il y a un très gros projet d'envergure qui s'appelle Happy Bleu Max, qui est coordonné par l'Université Laval. Puis j'espère qu'on va avoir une autre journée sur la pollinisation l'an prochain, parce que j'ai été en rencontre avec eux autres lundi, puis on va avoir énormément de réponses là, avec ce projet-là sur justement là, toute la gestion des bourdons, la force pollinisatrice, aussi le nombre de ruches à mettre là, selon les types de bleuetières. Donc ça, c'est ça, là, j'ai trouvé ça très intéressant, là, mais c'est ça va être, les résultats ne sont pas encore là. On va y venir. Pour la mégachile, c'est un insecte qui est en... Bien, je pense qu'il y a moins de producteurs qui l'utilisent, de par soit sa fragilité, là, donc être un petit peu plus fragile au froid. C'est sûr qu'aussi, c'est dur pour les producteurs. C'est surtout des producteurs de bleuets qui en font l'élevage. Donc, le taux de récupération est quand même pas si bon que ça. Les investissements doivent toujours être faits là, année après année. Je pense aussi, là, selon les dires de certains producteurs, c'est ça, l'achat des cocons était quand même très dispendieux cette année, là, 160 $ le gallon. Il semblerait qu'il y aurait une baisse là, pour la prochaine année, mais ça reste que c'est des pollinisateurs qui restent dispendieux. Donc, moi, c'est les pollinisateurs indigènes, c'est les petits nouveaux avec qui j'aime beaucoup travailler. On dirait qu'on n'en a jamais parlé, puis on dirait qu'on n'a pas un bon portrait de ce que c'est. Mais je trouve que moi, j'ai beaucoup participé à la rédaction là, du plan de protection des pollinisateurs là, que je pensais qu'il allait être présenté aujourd'hui, mais je me suis trompée. Je vous en glisse un mot tantôt. Mais finalement, les pollinisateurs indigènes, puis Joseph va aussi faire une petite conférence là-dessus cet après-midi, donc j'en parlerai pas tant que ça, mais je trouve vraiment que c'est des travailleurs invisibles qu'on n'a pas tenu compte, on dirait, depuis les dernières années. Écoute, ils sont gratuits, ils sont parfaitement adaptés à leur environnement, on sait qu'ils sont là, sont hâtifs, donc ils travaillent tout le temps à basse température. Ils ont évolué avec le bleuet aussi, donc ils ont une parfaite là, pollinisation avec le bleuet. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment participer à la conservation de la biodiversité dans les bleuetières, puis aussi à la création d'aménagements. Comme on va avoir des conférences cet après-midi, je ne vais pas tant que ça là-dedans non plus, mais je pense que c'est ça. Je pense que la recherche, là, dans les prochaines années, on devrait miser là-dessus. C'est sûr qu'au niveau de la force pollinisatrice de ces insectes-là, je le sais, là, en lisant beaucoup sur ce qui se fait ailleurs, j'ai vu que le Maine calculait en fait la présence de ces pollinisateurs indigènes-là, donc qui
en tenait compte pour recommander des ruches. Donc, tu sais, des fois, on dit qu'on manque de ruches, mais on en met, on suit la recommandation, en fait. Mais eux autres, ils tiennent compte de ces pollinisateurs-là qui sont déjà en place, puis ils rajoutent des pollinisateurs commerciaux. Puis cette technique-là, cette fiche-là est scientifiquement démontrée, donc je me demandais pourquoi on ne l'utilisait pas. Les producteurs m'ont dit que c'était un peu trop compliqué, mais il y aurait sûrement des façons de démocratiser tout ça, puis de nous aussi agir, c'est ça, de façon plus responsable avec les ruches, puis mieux considérer nos pollinisateurs indigènes. L'abeille domestique, c'est sûr que c'est celle qu'on connaît le plus aussi. C'est elle qui est là, puis qui est en surnombre. C'est ça qui fait une pollinisation hors pair de par sa population, en fait. Donc, qui sont très... je pensais, 4 minutes, je ne serais pas bonne. Mais les abeilles domestiques, en tout cas, ça, c'est vraiment là, les données du MAPAC sur justement toutes les ruches qui ont été louées depuis 2001. C'est vraiment intéressant. Comme on voit là, en 2020, on en avait plus de 30, puis maintenant, c'est ça. Là, en 2022, on a eu un manque de ruches, donc 23 000 ruches. Si tout le monde suivait la recommandation de une ruche à l'acre, le besoin réel serait de 44 000 ruches. Puis, c'est ça. Si on augmentait juste de 0,5 ruches à l'hectare, ça en prendrait 65 000. Donc, c'est sûr qu'on a un manque à gagner. Au niveau des bonnes pratiques, l'entrée et les sorties des ruches, c'est ce qui est sorti un petit peu comme sujet sensible. Donc, moi, je vous invite, en tant que producteur, à vous parler à l'avance, donc préalablement de prévoir une discussion avec votre apiculteur, votre producteur. C'est des recommandations. Il n'y a pas d'uniformité tant que ça là, dans le taux de floraison à l'arrivée des ruches. Là. Donc, le taux de floraison est calculé par le producteur, en fait. Donc, scientifiquement, il n'y a pas d'uniformité nulle part. Puis, scientifiquement, on dirait que tout le monde, c'est ça, là, il y a plein de données là, sur le 25 à l'arrivée des ruches. Tu as la perle bleue là, qui dit que c'est 20 Aux États-Unis, c'est beaucoup, 15 donc, c'est ça. C'est sûr que les apiculteurs veulent tout le temps le 25 le producteur de bleuets veut le 10-15 parce que, évidemment, il faut qu'il profite de son moment aussi de réceptivité de la fleur qui n'est pas si long que ça. Donc, lui aussi, il y a des enjeux de temps. C'est sûr qu'aussi, au niveau de la sortie des ruches, la durée de la pollinisation, ça serait de s'entendre aussi sur la durée parce que les pollinisateurs aimeraient bien ça, sortir les ruches entre 15 et 18 jours, mais pour le producteur de bleuets, c'est 21 jours. Donc, il faut vraiment qu'il profite et qu'il bénéficie le plus possible de ces pollinisateurs-là. Donc, c'est de s'entendre au préalable ensemble. Donc, c'est encore, comme les autres conférenciers l'ont dit, une bonne communication entre les deux productions pour s'assurer qu'il n'y a pas de déception. Les bonnes pratiques, l'inspection des ruches. Donc, j'en parle parce que les producteurs en ont beaucoup parlé. L'objectif principal du service, c'est évidemment augmenter le lien de confiance entre les deux productions, mais tout en validant la qualité des ruches. Donc, je pense que c'est une bonne chose. On sait que le service a été développé par Nicolas Tremblay, puis Nicolas Tremblay est parti. Donc, c'est sûr qu'on cherche à renouveler une personne qui pourrait s'occuper du service. Donc, on accepte les CV sur le champ. Ah non. Non. Donc, les ruches au Québec, c'est Nicolas qui a développé une technique qui provient, en fait, d'une université américaine puis qui a été un peu adaptée, là, qui serait quand même assez efficace. Là. Donc, de calculer les entrecordes avec les cordes d'abeilles. J'ai mis un peu j'ai pris la permission
de prendre cette image-là dans le nouveau guide de pollinisation qui a été fait par Martine et le Cressade, mais vous n'avez pas accès à ces images-là, c'est juste si vous achetez le guide dans les prochaines semaines qui va être disponible. Mais dans le fond, la ruche doit contenir pour la pollinisation, bon, ce qui a été dit, c'est 6 cordes de couvain, 2 cordes de miel, 1 à 2 cordes de pollen, puis 8 cordes d'abeilles avec une reine. Donc, c'est sûr que dans le même guide, ils ont fait une petite revue de littérature, tu sais, puis il y avait quand même aussi beaucoup de variabilité, en fait. Donc, il n'y a pas encore consensus sur c'est quoi une ruche forte, c'est combien il y a de butineuses, combien il y a de... Donc, ça, on ne l'a pas, cette donnée-là. Moi, je pense que le projet que je vous ai parlé tantôt, Appy Bleu Max, va répondre à quand même va répondre à certaines questions. C'est sûr que dans la présentation que Nicolas avait faite au colloque l'année passée, il disait que le standard au Québec était d'environ 11 cadres d'abeilles. Le guide du bleuet promouvoit plus 12 cadres d'abeilles. Bon, on sait qu'en bas de 6 cadres, ça ne marche pas. Puis, il y avait quand même une belle évolution. Là. En 2009, on avait 5 à 10 cadres d'abeilles. Puis, en 2019, les abeilles... Donc, on avait de 11 à 16 cadres d'abeilles. Donc, c'était vraiment des ruches qui étaient plus populeuses puis qui participaient, qui faisaient un effort supplémentaire pour la pollinisation. Donc, au niveau de la priorité des experts, vous allez nous trouver bébés, là, mais tout le monde a répondu que la priorité numéro 1, c'est développer le lien de confiance entre l'apiculteur et le propriétaire de la bleuetière. Donc, c'est encore de faire des efforts de communication, de jaser, de questions d'attente, là, donc bien comprendre les besoins de tous et chacun. Quand on parle de gel, c'est si on veut moins de ruches, d'en avertir son apiculteur. C'est des détails, mais c'est quand même important d'avoir des discussions sur la santé du cheptel. Ça va-tu bien? Vas-tu pouvoir me fournir? Aussi, de laisser des plantes, des arbres là, qui sont hâtifs en début de saison. C'est quand même important d'avoir une diversité pour pas que les ruches soient carencées là, au niveau nutritionnel. C'est sûr que Martine en a parlé, réaliser des visites au préalable avec l'apiculteur pour s'assurer que les deux parties c'est quoi les endroits. Préparer les endroits pour le producteur de bleuets, c'est une bonne chose aussi. Préciser des données GPS. Ça aide l'apiculteur, c'est dans ses responsabilités. Ici, il y a 2 choses quand même assez claires, que c'est la responsabilité de l'apiculteur de garder un bon contrôle de ses ruches, éviter l'essaimage, on en a parlé tantôt. La gestion de l'espace, c'est l'apiculteur qui s'en occupe, mais toutes les visites qui sont plus quotidiennes, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, y a-t-il eu des prédateurs, tout ça, c'est la job du producteur de bleuets. Donc, protéger les ruches aussi, c'est dans la cour du producteur. Deuxièmement, les experts, ce qu'ils ont dit, c'est de sauvegarder des plantes attractives et leur introduction pour favoriser la présence des pollinisateurs. Donc, tout le monde trouve que l'importance qui devrait être mise dans les bonnes pratiques dans les prochaines années, c'est vraiment de sauvegarder des bordures, des haies pour offrir une ressource alimentaire aux pollinisateurs, autant naturels que commerciaux. C'est aussi, là, je parle d'un corridor pour le déplacement des pollinisateurs, c'est important. Donc, là, éviter les travaux de sol pour les nicheurs de sol avec un minimum d'intervention, c'est quand même des pratiques que je sais qui sont comme déjà dans l'esprit, dans la conscience des producteurs de bleuets, mais c'est ça, il faut continuer de le faire. Dans la sauvegarde, il y a aussi l'introduction de plantes attractives. Là. Le CETAP et Écomestible va nous faire une présentation cet après-midi. Mais il faut, je pense, être dans un esprit où il faut libérer des espaces, donc soit des endroits où c'est plus dénudé, où c'est moins pratiqué, mais il faut ensemencer à proximité des bleuetières pour nourrir nos pollinisateurs indigènes. Puis aussi, c'est ça, rendre ça plus attractif pour les pollinisateurs. Là, je parle du projet de Mathilde Tissier qui, elle, travaille justement sur son doctorat là, pour déterminer le potentiel du tournesol comme un super aliment, là, parce que c'est très riche en acides aminés pour les bourdons sauvages là, dans les bleuetières. Là, je vous nomme différents outils pour vous aider si vous voulez approfondir.
Je vais aller vite. Madeleine Chagnon, elle, trouvait que ce qu'il fallait cibler, c'est vraiment les bonnes pratiques au niveau de l'emplacement puis la distribution des ruches. Sauf que là, je pense que vous êtes quand même assez avancé là-dedans. Là, je n'irai pas plus loin, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de les disposer par l'eau, puis comme je disais tantôt, faciliter la vie du producteur là, pour les déchargements qui sont de nuit, préparer les emplacements, tout l'aspect température, ensoleillement, essayer de respecter ce qui a déjà été dit par Martine. Valérie Fournier, Université Laval, donc facteur de réussite numéro 1, approvisionnement en eau. Quand on sait qu'il manque d'eau ou par temps de chaleur, c'est la responsabilité du producteur de bleuets de fournir des abreuvoirs parce que de toute façon, les pollinisateurs vont aller les butineuses vont aller chercher l'eau au lieu de travailler sur la pollinisation. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Puis, on est chanceux, on a quand même beaucoup d'informations. Là, je manque de temps pour vous les lire, mais je pense que ça, c'est une pratique à mettre en place, mais je pense que c'est déjà un peu adopté par les producteurs, mais encore une fois, à prioriser. Deux petits mots sur le plan de protection des pollinisateurs. Donc, le plan d'agriculture durable, c'est vraiment Bien, ça fait depuis 2 ans, 3 ans qu'on essaye de le mettre en place. On a l'orientation numéro 2 qui est de protéger des pollinisateurs des expositions aux pesticides. Ça aussi, ça reste une priorité. On sait qu'il n'y a pas de traitement durant la pollinisation avec les pollinisateurs commerciaux, mais ça reste que pour les pollinisateurs qui sont indigènes, il faut avoir en tête que les pesticides, il faut avoir une conscience que quand on emploie des pesticides, ben, on risque d'intoxiquer nos pollinisateurs indigènes qui sont sur place. Donc, moi, j'ai fait 2 recommandations que je trouve importantes, donc à remettre en tête. Donc, c'est sûr que tout ce que vous mettez comme produit, c'est sûr qu'avec les types de sols qu'il y a dans les bleuetières qui sont plus sableux, donc c'est sûr que les produits vont peut-être avoir tendance à faire du lessivage, donc c'est pas retenu par le sol. Donc, c'est sûr que l'eau, c'est sûr que ça peut se retrouver dans l'eau. Donc, c'est sûr que c'est un risque. Faut l'avoir en tête. C'est pour ça que je reviens à mon principe de base de fournir des abreuvoirs pour les pollinisateurs. Lors de traitements insecticides, c'est sûr que de couper les fleurs qui auraient un potentiel attractif pour les pollinisateurs, bien, c'est sûr qu'il faut les laisser dans les haies brise-vent puis dans les boisées. Vous rappelez aussi juste que le 10 km/h, ce n'est pas un grand vent, là, mais il y a quand même beaucoup de dérives. Donc, il faut faire les principes de base. Puis là, je vous ai mis là, 2 sites, 2 outils vraiment super bien faits qui vous rappellent les principes de base de lutte intégrée. Ce n'est pas compliqué. Puis je pense que si vous respectez ça, de base, il ne devrait pas y avoir de problème. Parce que ça, c'est le calendrier des traitements de culture. Donc, c'est sûr que vous avez les producteurs de bleuets ont des traitements à faire, puis il y a au moins 6 matières actives là-dedans qui sont très toxiques pour les abeilles, donc pour les pollinisateurs. Donc, il faut être prudent, avoir ça en tête, faire des efforts. Vous pouvez aussi vérifier la toxicité sur Sage Pesticides. Je vous ai mis le lien, c'est un outil que tout le monde utilise. Rapidement, biosécurité liée à la présence de la mouche du bleuet. Donc, la mouche du bleuet est arrivée en 2019, mais elle fait maintenant partie de nos vies. On est une zone réglementée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est sûr que la dissémination de la mouche se fait quand même lentement parce que c'est un insecte qui vole quand même pas bien, mais on se rend compte que c'est ça. Là. Le plus grand risque, c'est vraiment les déplacements humains, déplacement des ruches. Donc, moi, je pense que votre meilleur plan, c'est d'avoir le moins de monde possible dans la bleuetière, le moins de déplacements possible. La gestion de cet insecte-là va se faire, c'est ça, puis c'est sûr que tous les fruits ou les apports de terre qui ne proviennent pas de chez vous, c'est vraiment à proscrire. Donc, pour les apiculteurs, là, la fiche de biosécurité indique là, que a beaucoup d'informations puis de bonnes pratiques à mettre en place que je ne peux pas approfondir. J'avais 20 minutes puis je suis en train vraiment de le dépasser, vraiment beaucoup. Mais conclusion, il y a beaucoup de défis de communication, mais aussi d'enjeux avec les apiculteurs parce que j'ai mis le défi pour les deux parce que malheureusement, il faut travailler, ou heureusement, il faut travailler ensemble, donc main dans la main parce que chaque production a besoin l'un de l'autre. Donc, je pense qu'on est sur
c'est ça, un work in progress, là, je ne sais pas comment le dire en français, mais en tout cas, défi pour les apiculteurs vraiment au niveau de la santé de leur rucher, comment rebâtir le cheptel, sûrement que Raphaël va nous en parler aussi tantôt. Mais tu sais, la pollinisation, pour les apiculteurs, c'est toujours un risque là, de santé de leurs abeilles, parce que c'est quand même quelque chose qui est difficile pour les ruches, puis qui compromet la vigueur des abeilles. Le défi pour le producteur de bleuets, c'est toujours le poste économique aussi. Donc, toute la gestion en rapport aussi avec les prix qui ont... c'est ça, là, c'était une excellente saison cette année, donc les prix sont bas. C'est bizarre, mais c'est ça. Donc, comment ils font pour tout ajuster ça? Donc, beaucoup de questions aussi pour la recherche. Donc, toute la question de la force pollinisatrice, aussi l'accès aux ruches pour les producteurs qui ont des petites superficies. En tout cas, il y a plein de trucs, mais je pense que tout le monde est conscient que avec les bonnes pratiques qu'on vient de se jaser, là, ça va permettre un échange, puis c'est de le faire aussi régulièrement, puis c'est ça, les experts du secteur, là, je pense qu'ils comptent sur vous. Je les ai mis ici, là, mes précieux collaborateurs, donc merci à tous d'avoir participé, d'avoir nommé les choses, puis il reste juste à les appliquer puis à les mettre en place. Je finirai comme ça. Excusez.